Alors ce qu'on remarque, c'est que dans les dernières années, il y a quelque chose de difficile qui est lié au Covid, qui fait que les taux d'insertion sur les 4-5 dernières années sont très compliqués à comparer. Il y a des dimensions de bulles autour de l'IA, mais il est clair qu'on ne travaillera plus de la même manière dans 5-10 ans que ce qu'on travaillait auparavant. Il y a toujours un décalage qui est assez frappant entre ce que parfois, dans certains médias notamment ou sur les réseaux sociaux, on peut lire concernant le fonctionnement de nos écoles et leur réalité. Et la réalité, c'est qu'on est dans des établissements où les étudiantes et étudiants travaillent, sont engagés pour leurs études, sont engagés aussi dans tout un tas d'activités associatives, sportives, culturelles. Étienne Perra, vous êtes le directeur de Sciences Po Lille depuis mars 2024. Est-ce que vous pouvez rapidement vous représenter? Alors moi je suis historien, donc ça veut dire que je continue à enseigner et à faire de la recherche en histoire contemporaine et des relations internationales. Et par ailleurs, comme vous venez de le rappeler, depuis donc maintenant bientôt 2 ans, je suis directeur de Sciences Po Lille. Avant de rentrer dans le vif du sujet en parlant de Sciences Po Lille, est-ce que vous pouvez peut-être nous représenter le modèle des Sciences Po aujourd'hui en 2025-2026? Alors les Sciences Po, ou techniquement les instituts d'études politiques, ce sont des établissements qui sont organisés en 5 ans, avec un premier cycle et puis un cycle master, et qui proposent une formation généraliste avec une spécialisation progressive autour de tous les métiers de cadre de l'action publique, mais aussi des grandes entreprises, des secteurs associatifs internationaux. Et c'est vrai que les Sciences Po, à l'échelle nationale, partagent un modèle qui est commun, des valeurs qui sont communes, une marque commune également, et c'est ce qui fait qu'on constitue une forme de réseau à différents niveaux. Pour un jeune aujourd'hui qui va se retrouver sur Parcoursup dans quelques semaines, quelle différence entre les différents Sciences Po et par exemple entre Sciences Po Lille et un autre Sciences Po? Alors, avant de parler des différences, c'est vrai qu'il faut souligner ce qui est commun, c'est-à-dire que fondamentalement, on partage cette organisation du cursus que j'ai rappelé entre tous les Sciences Po. Ce qu'il peut y avoir comme particularité, en fait, ça relève souvent de doubles diplômes qui sont proposés, qui peuvent être des doubles diplômes sur les 5 ans. On a notamment à peu près tous les Sciences Po qui disposent de ce qu'on appelle des doubles filières, qui sont organisées avec une université ou une école étrangère. Si on prend le cas de Sciences Po Lille, on a par exemple des doubles filières qui marchent extrêmement bien avec des universités en Allemagne, en Italie, en Espagne, et chaque Sciences Po va avoir cela. Alors c'est vrai que chaque double filière a ses particularités, et ça peut être intéressant pour les familles, pour les étudiantes et étudiants de regarder concrètement comment c'est organisé, quelles sont parfois les thématiques qui sont mises en avant. Et au-delà de ça, il y a aussi des doubles diplômes plutôt au niveau du master qui peuvent être proposés, par exemple avec des écoles de commerce, avec d'autres établissements. En ce qui nous concerne, on a par exemple un double diplôme de master avec l'École supérieure de journalisme de Lille, qui attire toujours beaucoup de candidats. Et donc ça rentre dans les particularités. Et puis, on peut aussi avoir des éléments qui relèvent plutôt de spécialités en matière de recherche ou de formation, par exemple sur des enjeux plus régionaux ou thématiques. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se renseigner sur les spécialités de chaque Sciences Po. Si vous deviez retenir, Étienne Perra, une force aujourd'hui ou la signature de Sciences Po Lille, vous pensez à quoi concrètement? Alors je dirais qu'on est une école qui est jeune et qui du coup a aussi le dynamisme qui traduit cela. On a été créé en 1991 et c'est vrai qu'on a connu un développement très, très rapide avec, je pense, une volonté d'être vraiment des généralistes dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est présent sur tous les champs qui sont ceux des Sciences Po et qu'on essaye d'être équilibré là-dedans, d'avoir aussi bien des partenariats, par exemple en master avec une école d'ingénieurs comme Centrale Lille, une école de commerce comme l'EDEC, le SJ Lille dont j'ai parlé, et puis une diversité de doubles filières et un élargissement permanent, ce qui fait qu'on a aussi au niveau du master une grande panoplie. Donc je pense que si on souhaite venir dans un Sciences Po qui est très généraliste, qui a aussi cette reconnaissance qui vient de là, Lille permet toujours de trouver quelque chose qui convient. Parfois, un des contresens sur les Sciences Po, c'est, de penser qu'ils forment seulement à des métiers en lien avec la politique. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quels sont les métiers aujourd'hui en vogue chez les diplômés en 2025-2026? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a déjà une grande majorité de diplômés qui vont dans le privé, dans les mondes économiques, industriels, commerciaux, dans la presse par exemple aussi, dans les mondes associatifs, en France ou à l'international. Et donc c'est vrai que, comme vous le rappelez, c'est pas que les métiers de la politique, loin de là, même si, c'est vrai qu'à Sciences Po Lille, on a des anciens d'ailleurs de tous bords, qui ont fait notre école et qui occupent, les médias internationaux, que ça soit en tant que garde des sceaux, en tant que porteuse d'une veste verte connue à l'échelle nationale. Donc voilà, on a une grande diversité, mais
au-delà de ça, c'est vrai que les débouchés sont très variés et correspondent pas toujours à cette image. Il n'empêche on reste très attaché aussi à former des gens pour le secteur public, le service public, l'intérêt général, puisque c'est quand même ce qui est au cœur des instituts d'études politiques, c'est-à-dire d'avoir historiquement été créés en lien avec un certain nombre de réformes, de transformations de l'État. Et donc on garde toujours des formations qui sont orientées vers les affaires publiques, les relations internationales, l'Europe, et puis la préparation aux grands concours administratifs. En 2023, le taux d'insertion professionnelle des étudiants de Sciences Po, des diplômés de Sciences Po était de 85% à 6 mois. Est-ce que ça a évolué? Et est-ce qu'il y a eu des évolutions ces dernières années dans les secteurs ou les métiers? Alors, ce qu'on remarque, c'est que dans les dernières années, il y a quelque chose de difficile qui est lié au Covid, qui fait que les taux d'insertion sur les 4-5 dernières années sont très compliqués à comparer. Donc, c'est vrai que nous, on a observé, comme la plupart des établissements, des espèces de petits décrochages du fait du Covid, où il y avait une plus grande difficulté pour les jeunes diplômés à s'insérer. Et là, en fait, on revient au taux qu'on avait auparavant. Ce qu'on remarque, c'est qu'évidemment, le marché du travail, il est difficile là, pour tous les jeunes qui sortent de formation. Évidemment, ceux qui sont diplômés de Sciences Po Lille, comme des autres Sciences Po, on le voit bien, ont plus de facilité à trouver un emploi. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une forme de durée un petit peu plus longue pour l'insertion qu'on pouvait l'avoir avant la crise du Covid. Ce qui fait que nous, on est très attachés aussi à renforcer tous les dispositifs d'insertion professionnelle, d'accompagnement sur les stages, l'alternance, parce qu'on sait que ce sont les éléments qui font la différence pour ensuite avoir un emploi en sortie d'école. C'est déjà arrivé chez Totis que des parents disent à leurs enfants attention, Sciences Po, est-ce que c'est pas un peu bouché? Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui pourraient être réticents au regard de ces statistiques? En fait, je pense que Sciences Po, c'est au contraire une formation qui est extrêmement prometteuse dans un contexte où on sait qu'il y a de l'incertitude sur le marché du travail, au sens où à Sciences Po, quand vous entrez notamment en post-bac, vous avez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez faire plus tard et vous avez aussi le temps de voir venir certaines évolutions du marché du travail. Vous avez vos 3 premières années, vous avez votre expérience à l'international, des stages. Donc je pense qu'au contraire, dans un environnement qui est incertain, le fait d'avoir une capacité généraliste et en même temps après une spécialisation, c'est plutôt ce qui fait qu'on est prêt au marché du travail. Et si on ajoute à cela les doubles diplomations, on a au contraire des profils qui sont très attractifs pour les employeurs. On parle beaucoup de l'IA en ce moment, de l'intelligence artificielle, avec une certaine crainte, c'est qu'elle remplace certains métiers, notamment de juniors qui sortiraient de diplômes, d'école. Quel est votre regard, vous, sur l'IA? Est-ce que ça vous inquiète concrètement? Ça ne m'inquiète pas. Je pense que, voilà, en tant qu'historien, il y a beaucoup d'époques où les gens étaient très inquiets. Je pense que euh, c'est quelque chose qui va changer, on le voit bien, hein, tout un tas de fonctionnements. Il y a des dimensions de bulles autour de l'IA, mais il est clair qu'on ne travaillera plus de la même manière dans 5-10 ans que ce qu'on travaillait auparavant. C'est vrai que pour nous, c'est un défi. Évidemment, en tant qu'enseignant, en tant que direction d'une école, il faut qu'on arrive progressivement à l'intégrer. L'intégrer par des formations dédiées, notamment sur la compréhension des mécanismes qu'il y a autour de l'IA, y compris pour des gens qui sont peut-être plus en sciences humaines et sociales, comprendre des choses qui relèvent de la technique, de la science qu'il y a derrière l'IA. C'est pour ça qu'on a réformé notre premier cycle pour intégrer ces éléments dans la formation. Et puis aussi dans toutes les formations qu'on offre, faire que l'IA soit vue comme quelque chose qui, évidemment, est à encadrer, mais aussi à utiliser. Il est clair que les gens le font déjà pour tout un tas d'usages, d'ailleurs, y compris dans la vie parfois personnelle, et que dans la vie professionnelle, ça va s'introduire. Par contre, d'arriver à l'introduire avec une réflexion intelligente, des usages qui sont également reconnus, c'est-à-dire de pouvoir dire aux étudiants, bah, écoutez, il y a des contextes dans lesquels vous ne pouvez pas utiliser l'IA, il y en a d'autres dans lesquels vous pouvez l'utiliser, mais si vous l'utilisez, il faut aussi que vous soyez capable d'expliquer l'usage que vous en avez fait, comment vous avez mis ça en œuvre, et derrière être quand même conscient de tout un tas de sujets qui peuvent exister, par exemple sur l'utilisation des données, les questions de réglementation également, par exemple, européenne, sur ces sujets. Donc je pense qu'on a un devoir un peu de conscientisation autour de l'IA, ce qui ne veut certainement pas dire considérer qu'il ne faut pas utiliser l'IA. L'un des atouts des Sciences Po, c'est aussi l'international. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous en parler et revenir sur les atouts et comment ça s'inscrit dans la formation pour un étudiant de Sciences Po Lille? Alors, c'est sûr que je pense que ça fait partie des choses qui sont vraiment repérées par les gens qui veulent venir chez nous, d'avoir une année à l'international,
obligatoirement dans le cursus. Elle peut se faire entièrement dans une université partenaire. Elle peut se faire avec 6 mois dans une université et 6 mois de stage. C'est quelque chose qui est très, très apprécié. Et évidemment, on considère que c'est au cœur de ce qu'on est, des écoles qui sont ouvertes sur les grandes évolutions du monde, qui permettent de les comprendre, de permettre de comprendre d'autres cultures, d'autres langues, d'autres manières de faire de la politique, de faire société, de faire de l'économie. Donc c'est évidemment très important. Et puis on voit qu'à tous les niveaux, il y a des opportunités qui sont offertes. Évidemment, au niveau du master, on va proposer des choses en collaboration avec d'autres établissements, des poursuites de cursus internationaux. Et je pense que ça fait partie des éléments qui sont valorisés quand on recrute un diplômé de Sciences Po Lille, de se dire c'est quelqu'un qui a eu une expérience internationale solide, qui peut la combiner avec sa connaissance de la France, de l'Europe. Et ce sont quand même des compétences qui aujourd'hui sont extrêmement prisées par les employeurs publics ou privés. Vous êtes membre composante de l'Université de Lille. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement, aujourd'hui au sein de l'établissement? Alors nous, on a toujours joué collectif en fait, à l'échelle du site lillois, qui a une petite particularité, c'est-à-dire qu'il est organisé avec un grand pôle d'enseignement supérieur public autour de l'université de Lille, et puis un autre grand pôle autour de ce qu'on appelle la Cato de Lille. Alors c'est assez singulier dans le paysage national, et pour nous, il était assez logique de contribuer à une dynamique, alors qui pour nous est principalement une dynamique notamment de la recherche, c'est-à-dire que nos unités de recherche sont partagées avec l'université de Lille, parfois sur certains programmes notamment internationaux, de pouvoir travailler ensemble sur de la visibilité. Et donc je dirais que le partenariat qu'on a avec l'Université de Lille, qui est partagé aussi avec d'autres écoles, notamment l'ESJ Lille, l'école des arts et industries textiles ou l'école d'architecture et du paysage. Ça nous permet de combiner les éléments qui sont spécifiques et qui font qu'on a toute notre autonomie dans le fonctionnement quotidien de l'école, et en même temps de participer à une dynamique qui est assez ambitieuse et qui fait qu'à l'échelle internationale, évidemment, le label universitaire est utile et reconnu. Merci Étienne Perra. Merci Étienne Perra. Je voulais maintenant qu'on parle des enjeux de l'enseignement supérieur. On parle toujours de Parcoursup avec certaines critiques, notamment sur les algorithmes et le fonctionnement de la plateforme. Est-ce que vous en êtes satisfait? On sait qu'il y a donc le concours du réseau Sciences Po, vous êtes intégré. Comment ça se passe concrètement? Alors, très pratiquement, si quelqu'un souhaite entrer dans un des 7 Sciences Po du concours commun, il faut aller sur Parcoursup. Il faut sélectionner dans les options et les vœux ce qui s'appelle réseau Sciences Po concours commun. Et ensuite, ça va vous renvoyer vers la plateforme d'inscription au concours. Ce qui fait que par rapport à d'autres modalités de sélection, nous, il faut passer par Parcoursup, mais ensuite, il y a un processus qui relève d'un concours. Dans ce concours, vous avez 3 épreuves, de l'histoire, ce qu'on appelle des questions contemporaines, et puis une langue vivante au choix. Et selon les notes que vous allez avoir dans ces épreuves, eh bien, il y a un classement général qui est établi par les 7 Sciences Po qui organisent le concours commun. Et selon ce classement, vous pourrez être admis dans un des Sciences Po. Alors c'est vrai que pour les familles peut-être qui regardent Parcoursup, vous pouvez trouver notamment le rang minimal qu'il faut pour entrer dans un Sciences Po. On ne va pas se le cacher, pour entrer à Sciences Po Lille, en général, il faut vraiment être dans la toute première partie du classement. Donc c'est vrai que c'est assez exigeant et assez demandé. Mais la force du concours commun, c'est que vous pouvez avoir une place, quel que soit votre classement, si vous êtes bien dans la partie qui est retenue à la fin, dans un des 7 Sciences Po. Et ça, c'est vrai que quand on passe un concours, se dire qu'on ne candidate pas juste à une école, mais à 7 au total, c'est quand même un avantage qui est majeur. Et sur votre satisfaction sur le fonctionnement global de la procédure et sur parfois les critiques qui ont été mises en avant? Je pense que ces critiques, c'est vrai qu'elles valent plutôt pour les établissements qui sélectionnent sur dossier dans Parcoursup, parce qu'évidemment, il y a quelque chose d'assez chronophage dans cette sélection. Nous, dans la mesure où on a une organisation qui est portée en propre avec le concours commun, de fait, on internalise aussi un certain nombre de contraintes, mais l'articulation se fait bien avec Parcoursup, donc je dirais que nous, on est plutôt satisfait de cette connexion. Étienne Perra, pour celles et ceux qui n'auront pas eu la chance d'être admis sur Parcoursup, est-ce qu'ils peuvent à un moment donné recandidater, notamment revenir en master? Alors, on a effectivement des admissions au niveau du master, et je dois dire qu'on est très content d'admettre un certain nombre de candidats qui ont fait des filières universitaires, dans d'autres écoles également. La petite particularité, c'est que en ce qui nous concerne, l'admission pour l'instant ne se fait pas sur mon master, et il faut donc aller sur le site de Sciences Po Lille pour voir le calendrier, les possibilités d'entrer dans différentes formations. Et ensuite, il y a un dossier qu'il faut remplir et un processus de sélection.
Donc il faut être assez attentif. Globalement, c'est à peu près le même calendrier, mais c'est quand même une procédure différente. Donc si vous ne voyez pas sur mon master d'offres de Sciences Po Lille, c'est normal. Il faut simplement penser à aller regarder spécifiquement sur notre site qui donne toutes les informations. Et ce que je peux dire, c'est que on est très attentif à avoir au niveau du master un équilibre entre les étudiantes et étudiants qui ont fait déjà le premier cycle et qui continuent leur cursus, et puis des gens qui arrivent et qui apportent des compétences qui peuvent être très diverses, qui peuvent avoir fait des cursus en histoire, en droit, en sciences politiques, parfois aussi en sciences dures, et qui se disent je veux développer des compétences complémentaires. Donc il ne faut surtout pas hésiter à candidater à ce moment-là, et on considère que c'est aussi la richesse de l'école d'admettre des gens au niveau du master. Pour rester sur les masters, vous lancez à la rentrée 2026 une nouvelle formation. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors c'est effectivement une formation de master en anglais qui s'appelle Multilatéralisme et gouvernance transnationale, et qu'on crée avec à la fois une sorte d'engagement de l'établissement, puisqu'on sait que les questions de multilatéralisme, de diplomatie internationale sont malheureusement assez remises en cause par un certain nombre d'acteurs que l'on regarde aux États-Unis, en Russie, en Chine parfois. Et donc notre souhait, c'est de porter une formation qui, étant en anglais, sera évidemment ouverte aux étudiants internationaux, mais aussi aux étudiants français qui le souhaiteraient, et qui remettent au cœur de la réflexion ces enjeux de coopération internationale, de régulation de l'économie d'un certain nombre de secteurs comme la santé, l'agriculture, l'environnement, et qui donc permettent de repenser la société internationale. L'intérêt étant qu'à Lille, on est extrêmement proche de Bruxelles, de Londres, de Paris, de La Haye, des centres où historiquement on a quand même porté cet idéal du multilatéralisme, de l'international, des enjeux économiques et politiques de la mondialisation. Et donc ça nous semblait assez logique et une belle manière de continuer à porter ces enjeux. Étienne Perrat, ces derniers mois, les Sciences Po ont fait pas mal parler d'eux, notamment dans la presse avec des manifestations, parfois des débordements. Quel est, vous, votre regard justement sur cet emballement médiatique et parfois ces débordements qui ont eu lieu sur certains de vos campus? Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si c'est qu'on fait parler de nous, que des gens ont envie de parler de nous. Il y a toujours un décalage qui est assez frappant entre ce que parfois, dans certains médias notamment ou sur les réseaux sociaux, on peut lire concernant le fonctionnement de nos écoles et leur réalité. Et la réalité, c'est qu'on est dans des établissements où les étudiantes et étudiants travaillent, sont engagés pour leurs études, sont engagés aussi dans tout un tas d'activités associatives, sportives, culturelles, et où par ailleurs les enseignants font leur métier, font leurs recherches, contribuent aussi à un dialogue entre l'enseignement supérieur, la société, les mondes économiques et publics. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage qui est assez frappant, et je pense que tous les directeurs de Sciences Po vous diront la même chose. Nous, ce qu'on fait, c'est finalement faire notre travail avec constance, avec honnêteté. On voit bien que parfois on fait l'objet d'instrumentalisation par les uns, par les autres, mais je pense qu'on est fidèle à notre mission, et notre mission, c'est d'être des lieux qui sont ouverts, d'être des lieux de réflexion, de débat, de pluralisme, et à partir de là, ça fait que je pense que les emballements ne doivent pas être notre boussole, parce que malheureusement, je pense qu'on est dans un monde où l'emballement touche à peu près tout le monde, selon les jours, selon les humeurs, et par contre, derrière, on a un engagement et une durabilité aussi de nos institutions, et c'est ça qui compte quand on est à la tête d'une de ces écoles. Et en tant que directeur général, comment est-ce que vous faites pour un peu concilier finalement la liberté d'expression tout en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas des lignes qui soient franchies? Bah, il y a déjà un cadre qui est législatif et réglementaire. Et ça, ce cadre, il s'impose à tout le monde, à tous les citoyens, dans un cadre national. Ensuite, quand vous parlez de liberté d'expression, souvent, ce qu'on va amener derrière, en parlant de nos établissements, c'est la question, par exemple, de la liberté académique. Et là, je pense que c'est aussi important de préciser ce qu'on entend par là. C'est-à-dire que dans nos établissements, quand des acteurs viennent pour intervenir, par exemple pour une conférence, pour une intervention, un atelier, ce que va recouvrir l'idée de liberté académique, c'est au fond une quête de la vérité. Peut-être que le mot est un peu ancien ou un peu désuet, mais c'est quand même ça, la vérité scientifique, historique, une réflexion, une construction des connaissances. Et finalement, tout le monde peut avoir vocation à intervenir dans nos établissements dès lors que ces personnes acceptent aussi de se plier à cet exercice qui est une forme de contrainte. C'est-à-dire que quand un acteur politique vient intervenir chez nous pour une conférence, c'est pas comme quand il intervient à l'extérieur, par exemple dans un meeting ou à l'Assemblée nationale ou ailleurs. C'est-à-dire qu'il accepte aussi d'entrer dans un jeu du contradictoire, dans un jeu de la mise en perspective critique, académique, par exemple par des associations de débat, par la perspective que va apporter un ou une enseignante dans ce cadre. Donc je pense que c'est important de rappeler qu'est-ce
comment on s'exprime, qu'est-ce qu'on apporte de particulier et de ce point de vue-là, ça peut être très complémentaire, mais c'est sûr que nous, on a une vigilance, qui fait que ça doit bien s'inscrire dans le cadre de cette liberté académique. Alors vous aviez dit en 2024 à nos confrères du Figaro que vous trouviez les blocages absurdes. Pourquoi? Alors, j'avais dit ça, je vais rappeler quand même comment ça s'était fait. Au début, c'était une phrase dans l'article et puis un jour, je pense que quelques semaines plus tard, Le Figaro a trouvé que ça serait mieux si ça devenait le titre de l'article et donc si vous regardez, notamment dans les archives du web, vous vous rendrez compte que le titre, du début n'est plus le titre qu'il y a maintenant, ce qui peut-être d'ailleurs donne une visibilité un peu excessive à cette phrase que moi j'avais prononcée, d'une manière tout à fait claire et en transparence aussi dans les échanges que je peux avoir avec un certain nombre d'acteurs de l'école. C'est-à-dire que moi, il m'a toujours, semblé que, évidemment, nos établissements sont des lieux où c'est extrêmement bien qu'on puisse, discuter, notamment dans nos instances, dans des réunions, des enjeux, de fonctionnement de l'établissement, des enjeux sociaux ou politiques plus larges. C'est normal, les étudiants ont aussi ce droit, d'engagement. Après, le blocage, là où c'est un petit peu étrange, c'est que ça revient bien à, au fond, bloquer le fonctionnement même de l'école. Or, je pense que la meilleure manière d'exprimer la vie intellectuelle, politique, associative au sein d'un établissement, c'est que l'établissement fonctionne. Donc mon souhait, c'est que puissent se dérouler en notre sein des activités qui, par ailleurs, sont tout à fait libres à souhaiter traiter de tel ou tel sujet. Et je pense que c'est ça qui est important, parce que la réalité, quand vous avez un blocage, c'est qu'il y a quelques personnes qui sont là pendant 1 heure, 2 heures, et puis ensuite, de toute façon, tous les gens sont rentrés chez eux. À Lille, pour peu qu'il pleuve, en plus, les gens ne vont pas rester toute la journée dans le froid et le brouillard. Donc je pense que c'est aussi une manière un petit peu étonnante et parfois un peu trop centrée sur l'école, parce que si on veut soulever des sujets, il faut aussi les soulever vis-à-vis de la société au sens large. On voit bien qu'on est quand même face à des années d'incertitude assez fortes, et donc je pense que quand on a des engagements aujourd'hui, il faut accepter de les porter vis-à-vis de la société au sens large, et pas avoir un regard qui soit peut-être trop replié sur un établissement, même si on sait bien que les Sciences Po sont le centre du monde. Merci Étienne Perrin. Merci. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo. On vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.